enchaîne avec donc la communication de Julia, alors je suis désolée si je le prononce mal, Manera, dont le titre est Genre et sexualité dans la fiction des écrivaines brésiliennes des années 1930 et 1940. Alors, Julia est maître de conférences à l'Université de Guyane, membre du laboratoire MINEA, chercheuse associée au CRILUS de l'Université Paris-Nanterre. Elle a été formée en lettres et philosophie à l'Université de Bologne et en études romanes portugais à l'Université Paris-Nanterre. Ses recherches portent sur les représentations de genre dans la littérature brésilienne contemporaine, l'insertion des femmes dans le champ littéraire, les personnages féminins et les féminismes. À toi de jouer. Bon, merci beaucoup Caroline pour la présentation et je remercie aussi les organisateurs qui ont eu le courage aussi en ces moments si incertains de mettre en place un colloque si articulé, donc merci. Donc, genre et sexualité dans la fiction des écrivaines brésiliennes des années 30 et 40. Quand j'ai pensé ma communication, j'étais particulièrement intéressée par l'argumentaire du colloque qui citait directement, qui évoquait directement le contexte brésilien. Et justement, je cite donc l'argumentaire du colloque qui parlait de l'affirmation d'un retour à un ordre patriarcal, blanc, hétérosexuel et la célébration d'un État-nation souverainiste, capitaliste et colonialiste, donc par rapport au contexte brésilien contemporain. Je suis tout à fait d'accord donc avec cette analyse et l'idée d'un retour en arrière est quelque chose qui décrit parfaitement les moments et la conjoncture que le Brésil traverse. Et donc c'est un retour à l'ordre, mais quel ordre, je me demande. Je trouve dans ce sens que les années 30 et 40, qui sont marquées au Brésil par la dictature de l'Estado Novo, de l'État nouveau, donc dictature incarnée par Getúlio Vargas, c'est une époque qui peut expliquer, illustrer cette codification et structuration d'une vision donc normative hétérosexuelle, patriarcale et blanche, donc que l'extrême droite aujourd'hui continue d'évoquer, essaye d'imposer encore aujourd'hui. Donc bien évidemment, la dictature, la deuxième période de dictature des années 1968 jusqu'au longtemps, ce qui a duré longtemps, mais une première époque de dictature qui a marqué du point de vue symbolique l'élaboration aussi de codes de la féminilité et de la masculinité d'une façon très puissante. Donc, je vais analyser des romans écrits par des femmes pendant la dictature et d'où donc j'évoque une double perspective de genre, tant par le sexe et les genres des écrivaines, donc de femmes, mais aussi pour les représentations de genre. C'est une littérature qui peut être considérée un terrain de négociation de l'identité de genre et de la sexualité entre tradition et nouvelles représentations. Je vais analyser plus particulièrement deux typologies de personnages, deux représentations particulièrement intéressantes. D'un côté, celle de la femme non liée, qui peut être une vieille fille, donc une solteirona en portugais, une sprinster, ou de la veuve, ou simplement de la femme celle qui n'est pas liée, qui n'est pas mariée par choix. Ou de l'autre côté, de la femme perdue, la prostituée. Mais je vais d'abord analyser donc le contexte rapidement. Les années 30 et 40 sont marquées donc par la dictature, comme je vous disais, l'Estado Novo, l'État nouveau, la radicalisation et la polarisation du discours politique. Les régimes utilisent un système ambivalent où les méthodes de cooptation des intellectuels s'accompagnent du recours à la violence pour éliminer les dissidents. Donc c'est un moment difficile pour écrire. En plusieurs occasions, l'appareil répressif de la dictature brûle sur la place publique des exemplaires de romans des écrivains considérés subversifs, comme Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos et Raquel de Queiroz. Cette dernière, une écrivaine, auteure d'un roman considéré comme central de l'époque, intitulé Au 15, publié en 1930, donc elle est considérée un peu la seule unique femme à avoir participé à ces moments littéraires et la seule surtout digne de faire date. Il y a pratiquement dans les anthologies, les histoires de littérature, les essais critiques et les manuels, il y a pratiquement d'autres femmes qui sont citées par rapport à l'époque. Donc une absence qui est particulièrement intéressante.
En analysant les catalogues de l'époque et les revues littéraires, on voit qu'il existe un nombre significatif de femmes qui écrivent des romans, qui publient avec des maisons d'édition prestigieuses, avec des tirages importants et qui gagnent la faveur du public et de la critique. Certains de ces romans de femmes sont considérés comme de best-sellers de l'époque. Bon, je ne veux pas avoir le temps de détailler la réception de ces écrivaines, mais rapidement, pour vous dire que ces romans sont écrits par deux femmes et qui ont des personnages, des protagonistes qui sont souvent de femmes, sont des romans qui sont considérés comme des histoires de femmes pour les femmes, comme des romans féminins, même si la définition reste assez vague, et donc qui ne méritent pas de faire date, d'être considérées par les canons littéraires. Sont donc une production qui, encore aujourd'hui, elle est peu étudiée et largement oubliée, et qui représente cependant un objet d'étude particulièrement intéressant dans l'analyse des assignations et des représentations du genre et de la sexualité dans la littérature brésilienne contemporaine. Une littérature donc qui crée des personnages de femmes qui expriment une critique à l'identité féminine traditionnelle, dans un moment où celle-ci fait l'objet d'un processus normatif puissant qui cristallise l'image de l'épouse et de la mère. Les refus du mariage et de la maternité, les travails, la conquête de nouveaux espaces, la recherche d'une chambre à soi, on l'a cité, sont tous des images qu'on retrouve dans les romans féminins et sont donc les aspects les plus évidents de cette déconstruction de la représentation de la femme propagée par la dictature de l'Estado Novo. Mais il existe un autre élément qui est plus fragmentaire, révélé parfois par les lacunes de ces représentations. Donc, dans les romans d'écrivaines comme, je cite, donc Raquel de Queiroz, Lúcia Amiga Pereira, Tetrado Tefé, Lúcia Benedetti, Undina Ferreira et Maria José Dupré, entre autres, les corps et la sexualité des personnages sont des éléments particulièrement importants. Des corps modernes, sportifs, qui s'exposent, s'imposent et désirent, et qui incarnent l'impasse entre un retour à l'ordre désormais impossible et une transgression de normes définitives et irrémédiables. À l'époque où l'ingérence de la politique autoritaire de l'Estado Novo s'étend au privé et se heurte aux revendications de femmes, dans cette phase de repli des mouvements féministes après la victoire pour le droit de vote et à cause de la répression politique qui est très violente, donc, la littérature écrite par des femmes devient donc une forme de résistance possible, un véhicule de nouvelles représentations, questionnant la limite de la morale. Glorifiée en tant que mère et épouse, toujours prête à se sacrifier pour la patrie et la famille, la femme rentre symboliquement dans le panthéon de la nation en train de se construire. Mais en dehors de la maison, de l'église et de la famille, au-delà des rôles traditionnels, les femmes sont des êtres méconnus et n'ont aucune place dans les sphères publiques et politiques. Elles sont dangereuses et subversives pour les uns et conservatrices et bigotes pour les autres. Je vais donc analyser plus précisément trois romans, des romans de Lúcia Amiga Pereira, Raquel de Queiroz et Tetrado Tefé, donc les trois écrivaines que je vais citer dans les détails aujourd'hui, qui permettent donc d'illustrer ces représentations nouvelles du genre de la sexualité. Les corps pourraient être considérés comme les grands absents, disons, surtout si on analyse par exemple aussi les écrits autobiographiques de femmes de la première moitié du XXe siècle, des écrivains de la première moitié du XXe siècle, on observe donc qu'il y a une pudeur et une réserve par rapport au corps, au désir et au plaisir. Donc, c'est à travers de ces lacunes que ces représentations deviennent particulièrement intéressantes. Et un autre élément donc, qui se manifeste par son invisibilité est celui de la race. Il est justement donc aussi à partir de cette absence que ces représentations sont particulièrement significatives, notamment quand elles sont donc analysées à l'intersection de catégories de classe et de genre, bien sûr. On ne parle pas de corps, on ne parle pas de couleur. Dans les romans sociaux de l'époque, comme ceux de Jorge Amado, donc le grand écrivain des années 30, le noir, os negros, sont bien présents car ils incarnent l'autre, le travailleur rural, par exemple, que l'écrivain observe et raconte aussi dans une perspective et dans une dimension idéologique. Mais dans les romans de femmes, donc, il y a cette pudeur et on parlait aussi, donc Oscar Gamboa Duran, qu'on vient d'écouter, il parlait donc de cette absence de la race et de cette mon métis.
Au Brésil, donc on est à l'époque où l'idéal du blanchissement de la population, les discours sur la brésilianité et les concepts de démocratie raciale sont discutés, donc aux années 30 et 40. Et la relation avec l'autre, soit-il noir, immigré, juif, japonais, mais aussi italien, devient un sujet sensible de la politique interne et internationale. Vers la moitié de la décennie 1930, l'avancée du fascisme et de la diffusion de ces idéaux au Brésil sont perçus comme une menace à la cohésion nationale, en termes politiques aussi qu'ethniques. Et afin de s'opposer à la prolifération de théories racistes, un groupe d'intellectuels, donc parmi lesquels Gilberto Freire, lance un manifeste pour des intellectuels brésiliens contre le préconcept racial. Et donc, il s'oppose contre ce concept de ségrégation raciale. Les textes, les manifestes évoquent l'idée de la miscigenation, terme difficile à traduire, mais donc l'idée d'un brassage ethnique qui serait les traits distinctifs de la société brésilienne de sa formation. Donc, ce sont des personnages féminins qui n'ont apparemment pas de couleur, mais c'est la question donc de comment on dit, de la classe qui est plus significative dans ce sens. Donc, il y a cet idéal, l'idéal du brassage ethnique et de brésilianité. Tout le monde est brésilien, donc on ne parle pas de couleur. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon importante dans les romans de l'époque. Dans un article de 1935, l'une des écrivaines donc, que je cite aujourd'hui, elle analyse donc la recherche de cet esprit brésilien, de sa brasilidade dans la littérature nationale. Et donc, elle affirme qu'il s'agit d'un mythe, d'une légende et d'un tabou, je cite. Donc, l'écrivaine fustige la vanité de prétendument arienne, pseudo-arienne, de Brésiliens, et dit justement donc il y a d'un côté la volonté de ne pas voir la race, elle peut être polarisée du point de vue idéologique, mais donc cette idée donc d'une brésilianité totalitaire est particulièrement dangereuse. Donc je vais rentrer maintenant dans le texte pour illustrer dans les détails ces représentations. Et donc, je vais d'abord commencer par la représentation de la femme non liée. Donc, je vous disais la vieille fille ou la veuve ou simplement la femme qui est sans homme. Une femme donc qui choisit de ne pas se marier. Donc, les images de la solteirona, de la vieille fille, sont très nombreuses dans les romans féminins. Alors qu'en dehors du lien matrimonial, le sexe est interdit et demeure un acte immoral qui pourrait signifier la perdition définitive pour une jeune femme, le renoncement au mariage devrait impliquer le renoncement au désir et au plaisir. Et on voit comment donc les écrivaines trouvent des stratégies donc pour critiquer aussi trouver donc des possibilités d'existence face à la rigidité des normes morales qui sont encore valides et très puissantes à l'époque. Le roman c'est intitulé Amanhecer et est publié en 1938. Et donc l'écrivaine que j'ai déjà citée est Lúcia Miguel Pereira. Elle représente donc la protagoniste à une jeune femme non liée qui s'appelle Maria Aparecida, qui expérimente à la première personne la perte de repères qui résulte de la déconstruction des modèles traditionnels à une époque où la célébration de la modernité se heurte aux valeurs conservatrices. Originaire d'une petite ville, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, Antonio, un étudiant en droit de Rio de Janeiro, qui se pose comme intellectuel communiste. Antonio est charmant, il lui conseille de lecture, des essais sur la lutte du prolétariat, des romans de Dostoïevski et de Gorky, et lui explique aussi qu'il considère le mariage comme une institution bourgeoise qui doit être abolie. Selon le jeune, la virginité féminine, mot qui fait rougir donc, la protagoniste, Maria Aparecida, n'est rien d'autre qu'un préjugé bourgeois, comme l'est aussi la notion d'honneur de la femme. Maria Aparecida tombe amoureuse évidemment de l'étudiant et quitte sa ville pour rejoindre Rio de Janeiro et donc commence une vie elle s'éloigne de sa famille, elle commence une vie, donc elle était destinée à un mariage dans un milieu petit bourgeois de sa ville de Provence. Et donc, elle quitte la famille, elle quitte la petite ville, elle part à Rio de Janeiro où commence une nouvelle vie indépendante.
Elle travaille comme sténographe, elle loue un appartement et surtout, elle peut vivre librement sa relation avec l'homme qu'elle aime, protégée par l'anonymat de la métropole. Et c'est intéressant, il y a évidemment cette dialectique entre la métropole et la campagne. Donc, il y a un décalage temporaire important entre le lieu. La ville, évidemment, est le lieu de la liberté. Et donc, la jeune femme l'affirme, je suis libre. Mais malgré cette liberté, elle est malheureuse, insatisfaite et ressent un vide dans son existence. Étudier, lire et travailler ne lui suffisent pas. Elle ne parvient pas à changer ses désirs, aspirant à ce que l'homme qu'elle aime ne veut pas lui donner, car c'est contraire à ses principes, c'est-à-dire, je cite, une maison, un nom, une situation stable et aussi un enfant. Progressivement, la jeune femme comprend que même pour Antonio, donc qui est un étudiant progressiste, qui lutte contre les institutions bourgeoises et aborde le mariage, la liberté et l'amour libre ne représentent qu'une façade. Elle dit que toutes ces théories sur l'amour libre se traduisent dans la pratique. Et surtout, il est jaloux comme un mari patriarcal, c'est l'expression. Donc, malgré une réalisation apparente, le message que Maria Aparecida, donc le protagoniste, véhicule est infiniment pessimiste. L'épilogue du roman l'est aussi. Il voit une jeune femme, donc une protagoniste malheureuse. L'amour ne suffit pas. Et la figure masculine d'Antonio, donc du jeune intellectuel, qui critique le mariage, mais dans le privé reproduit donc les stéréotypes du modèle patriarcal, et un moyen aussi pour fustiger l'hypocrisie de la société. Bon, c'était un premier exemple. Je passe maintenant à un autre roman de 1941, où le titre c'est Baci a porta David, et l'écrivaine c'est Tetra de Tefe. C'est l'histoire d'une autre femme, une jeune femme aussi, qui s'appelle Héloïse. C'est une veuve très jeune qui, après la mort du mari, n'a d'autre choix que de retourner vivre dans la grande maison familiale. Un espace qu'elle partage avec sa mère, également veuve, et ses sœurs. L'une, encore jeune et célibataire, l'autre, desquitada, avec un enfant. Desquitada, c'est divorcée. Donc, elle est divorcée quand le divorce n'existe pas encore. Donc, c'est une condition aussi très délicate. Ces trois figures féminines qui incarnent trois états de femmes bien différents sont toutes des femmes sans hommes. Une condition encore impensable pour la société de l'époque, mais pourtant bien réelle et douloureuse pour celles qui la vivent. À cause de leur état civil, les trois sœurs et aussi, bon, bien évidemment, la mère n'ont d'autres possibilités que d'habiter dans la demeure familiale protégée par le nom du père. La vie d'Héloïse est reléguée à la pénombre de la maison. Donc, c'est une expression très forte. Elle est une femme sage et posée, mais profondément inquiète. Elle s'interroge sur sa condition et son futur avec une rare capacité introspective. Elle-même affirme d'être prisonnière d'une tour de cristal de sa classe qui l'éloigne de la vie pour l'enfermer dans la maison, sur la menace de perdre sa précieuse respectabilité. Donc, le nom, c'est encore quelque chose qui compte, même s'il habite dans une grande ville. Donc, il y a ce décalage entre situations. On observe ici qu'il est nécessaire, donc, évidemment, d'entrecroiser la catégorie de classe à celle de genre et de race pour analyser ces personnages. Donc, une intersection que c'est l'écrivaine elle-même qui suggère. Elle imagine, donc Héloïse a une scène très puissante, elle regarde par la fenêtre, elle imagine la vie dehors, dans les quartiers de la ville qu'elle ignore, et ses pensées vont aussi à celles qui, au contraire, connaissent bien les rues. Elle pense notamment aux filles de la rue du Mangue, à l'époque, un quartier de la prostitution de Rio de Janeiro. Donc, c'est synonyme de prostituée. Elle a une fille de la rue du Mangue, elle a une prostituée, on disait à l'époque. Héloïse affirme comprendre leur désespoir et ressent la violence de contraste qui sépare les êtres humains. Dans les chartes de valeurs et de normes sociales de l'époque, Héloïse, la veuve bourgeoise à la vie irréprochable, se trouve à l'opposé des prostituées auxquelles se compare. Ces deux catégories si différentes du féminin sont toutes deux limitées dans leur liberté de mouvement, également assignées à un espace précis et réduit. La maison familiale pour Héloïse et la rue pour ces femmes qui sont perdues et pour lesquelles le retour à la dimension domestique est impossible, déshéritées par leurs parents et sans espoir de se marier. Dans un cas comme dans l'autre, la sexualité sert clairement à définir la condition féminine. C'est là une géographie rigide dans laquelle Héloïse se sent emprisonnée. Comme les prostituées qui finissent souvent par se tuer,
Et dans la littérature de l'époque, on a beaucoup de personnages de prostituées qui finissent pour se suicider. Héloïse aussi, cette veuve bourgeoise, incapable d'enfreindre les règles sociales, pour elle aussi, les suicides apparaissent comme la seule issue possible. Donc, dans les romans, Bacia Porta David, les interdictions qui limitent la liberté de la protagoniste sont d'ordre social et moral, inhérentes donc à la condition de femme bourgeoise. Mais comme Héloïse a le pressent en évoquant les femmes les plus pauvres, toutes subissent un même destin. Donc, il y a cette universalité. Donc, l'analyse des ouvrages du corpus montre que par les figurations que j'ai évoquées, donc les figurations du féminin, les écrivains expriment une critique à la rigidité des normes qui classent les femmes en impures, fiancées, épouses, prostituées. Donc, les protagonistes du roman que je présentais ou de romans de l'époque, plus largement, elles arrivent d'une certaine façon à s'affranchir de cette catégorisation. Et même quand elles transgressent les règles, elles ne deviennent jamais des femmes perdues. Cela ne signifie pas que dans la fiction féminine des années 30 et 40, il n'existe pas de figures de prostituées. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles ont une fonction significative dans la représentation du féminin. Donc, ces prostituées, ces figures de prostituées ne représentent pas un modèle négatif dont les écrivains se serviraient pour construire la figure de la protagoniste. Au contraire, et c'est un élément inédit de cette littérature, vu qu'à l'époque encore, le personnage de la prostituée était utilisé pour renforcer et canoniser par contraste l'image de la femme honnête, épouse et mère. Ce n'est plus le cas dans la littérature féminine. Donc, malgré leur transgression, les jeunes femmes non liées continuent à faire partie de la société civile. Et ces auteurs montrent qu'il existe des possibilités alternatives à la vision monolithique traditionnelle. Et je vais donc conclure rapidement pour voir pour souligner donc que les exemples de prostituées, les figures de prostituées montrent qu'elles ne sont pas considérées comme des corruptrices diaboliques ni des victimes du destin. Elles sont certes des victimes, mais les écrivains montrent que ce qui les condamne est bien plus concret que les destins. Ce sont les normes sociales et morales qui discriminent les femmes, les soumettent à l'autorité masculine et limitent leur accès au travail. Et si le destin est par définition inéluctable, les mentalités et les normes peuvent évoluer, même si difficilement. Et c'est l'image de la femme étrangère occidentale qui donne cet espace de possibilité et cette vision d'une autre identité, d'une autre possibilité du féminin. Pour conclure, par la représentation de corps de femmes et de façon plus souterraine donc de leur sexualité, qui peut être une sexualité donc niée, les écrivains des années 30 et 40 questionnent les identités de genre et les interdictions d'ordre social et moral. Elles semblent si occupées à démolir les représentations traditionnelles et les modèles romanesques romantiques que rien ne survit des sentiments et des drames du cœur qui étaient la matière fictionnelle par excellence de cette littérature, de la littérature de femmes, dont les critiques disent c'est une littérature romantique qui n'est pas intéressante alors qu'on retrouve l'amour n'existe plus dans ces romans. Ainsi, cette littérature témoigne en même temps de la crise de l'identité féminine traditionnelle et de la difficulté d'en imaginer une nouvelle. Les réponses donc, que ces écrivaines donnent à ces questionnements diffèrent considérablement d'un ouvrage à l'autre et représentent une gamme de possibilités entre résistance et compromis. Ce sont des textes significatifs qui prononcent la centralité du corps et de la sexualité qui caractérisent les luttes de femmes et la littérature de femmes des années 70. Donc, il y a ici des prémices intéressantes. Donc, une littérature qui, selon moi, doit être considérée comme un espace de résistance et qui contribue donc à retracer aussi l'histoire de l'autodétermination des femmes au Brésil. Merci.